Bonjour à tous. Moi, dans la vie, je suis chercheur en écologie. Je travaille sur l'organisation de la biodiversité à l'échelle régionale et à l'échelle globale, et sur les invasions biologiques. Et je travaille surtout en écologie théorique et en analyse de bases de données. J'essaie d'identifier des régularités dans les patrons qu'on observe dans la nature et d'identifier les processus qui génèrent ces patrons. Et pour pouvoir faire ces recherches, j'ai besoin d'une grande quantité de données. Et aujourd'hui, je vais vous présenter quelques approches que les chercheurs utilisent pour générer ces données sur la biodiversité, mais également des approches que vous pourrez utiliser pour générer ces données et permettre à des chercheurs comme moi de faire avancer la science. Pour commencer, on va regarder comment faisaient les chercheurs dans les années 50 pour faire des relevés de biodiversité marine. C'était la mode à l'époque. Heureusement, les approches ont pas mal évolué depuis les années 50 lorsque le monde du silence a été tourné. Aujourd'hui, on va favoriser des approches plutôt non invasives et non destructrices. Comme on l'a vu dans cet extrait vidéo, la méthode la plus simple pour faire des relevés de biodiversité, c'est tout simplement d'aller à un endroit donné, de compter et d'identifier les espèces que l'on observe. Pour les espèces dites cessibles, c'est-à-dire qui ne bougent pas, comme les plantes, les coraux, les champignons, etc., c'est probablement la méthode la plus utilisée, car la plus rapide, mais aussi la moins coûteuse. Dans ces cas-là, ce qu'il suffit de faire, c'est d'aller à un endroit donné, de délimiter une certaine région, de la parcourir de façon systématique à allure constante et de compter les espèces. Mais souvent, ce type d'approche demande une certaine expertise, car certaines espèces peuvent se ressembler énormément et il faut se baser sur des petits détails pour arriver à les différencier. C'est notamment le cas pour les plantes, par exemple lorsque l'on essaie de différencier une espèce comestible d'une espèce vénéneuse. Et si, comme moi, vous n'êtes pas botaniste, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des applications sur votre téléphone qui sont disponibles et complètement gratuites qui peuvent faire une bonne partie du travail pour vous. Là, j'ai téléchargé comme application Seek, qui est une application qui a été créée par le site iNaturalist. On en reparlera un peu plus tard de iNaturalist dans la vidéo. L'avantage de Seek, c'est que c'est une application générale qui nous permet d'identifier à partir d'images et de vidéos des espèces de plantes, de champignons, de mammifères, d'oiseaux, de reptiles, etc. Là, j'ai un peu triché pour essayer de différencier des espèces les unes des autres. Je vais utiliser des images de Wikimedia, puisque je ne les ai pas vraiment sous la main, c'est autrement. Et donc je vais utiliser deux espèces très différentes que personnellement j'ai beaucoup de mal à identifier de visu. La carotte sauvage et la ciguë, ou poison hemlock en anglais. À l'écran, j'ai mis la carotte sauvage, et on va voir si iNaturalist arrive à reconnaître cette espèce. Alors on appuie sur le petit appareil photo, la caméra se met en route, et là, ce qui est pratique avec iNaturalist, c'est qu'il nous le fait en live, et donc tout de suite on voit Wild Carrot, il arrive à nous identifier la carotte sauvage sans aucun problème. Maintenant, on va essayer avec la ciguë. Comme vous voyez, ça se ressemble pas mal. Et cette fois, on appuie sur notre petit appareil photo. Alors là, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc si on se met ici, il a un peu plus de mal à la trouver. Ben là, il arrive assez vite en fait à trouver aussi Poison Hemlock. Ah, mais on voit qu'il hésite un peu plus avec la famille des carottes. Donc ça peut être un petit problème. Donc il ne faut pas hésiter à se rapprocher et à prendre des angles un peu différents. Et donc là, vous voyez que Seek est plutôt pas mauvais pour faire la différence entre deux espèces de plantes. Mais Seek, c'est une application assez généraliste, et donc il y a des applications dédiées à différents groupes taxonomiques qui peuvent être plus précises. Et je vous ai mis quelques exemples, notamment dans le billet de blog qui accompagne cette vidéo.
Donc on a vu comment SICK pouvait nous permettre d'identifier et de différencier certaines plantes. Mais pour d'autres espèces, et notamment les insectes, c'est un petit peu plus compliqué. Il ne suffit pas des fois de se déplacer et d'aller pour observer les insectes, ils sont beaucoup plus petits que certaines plantes, et ils se déplacent et donc sont beaucoup plus difficiles à observer. Donc dans ces cas-là, ce qu'on va utiliser, c'est plutôt des pièges. Et le principe de ces pièges, c'est tout simplement de les installer à un endroit donné, d'aller faire nos petites affaires, éventuellement dormir si c'est des pièges qu'on a installés pour la nuit, et de revenir le matin et de compter toutes les espèces qui ont été attrapées par ce piège. Alors il y a différents types de pièges possibles en fonction du type d'insecte qu'on essaie d'attraper. Là, ce que vous voyez à l'écran, c'est un piège malaise qu'on installe sur un corridor de passage des insectes et qui va les attraper lors de leur passage. Pour les insectes nocturnes, on va parfois préférer des pièges lumineux qui ont l'intérêt cette fois de ne pas être aussi passifs, mais d'attirer les insectes à l'aide de cette lumière. Si vous avez un jardin, vous pouvez aussi creuser un petit trou dans lequel vous enterrez un seau, ouvert bien entendu, dans lequel les insectes vont tout simplement tomber pendant la nuit. Et le matin, vous pouvez venir et récupérer votre seau et compter les insectes. Si ça vous intéresse de voir comment fonctionne ce type de piège, on pourra faire l'expérience en vidéo. Je vous montrerai avec un de mes collègues à l'Université d'Édimbourg qui a une forte expertise dans l'identification des insectes et qui pose des pièges très régulièrement pour les identifier. Et on pourra même comparer son expertise pour l'identification des insectes à ce que nous donne SICK, puisque moi, je suis incapable d'identifier la majorité de ces insectes. Et on pourra voir si SICK arrive effectivement à identifier de façon constante et robuste ces insectes par rapport à l'expertise de mon collègue. Pour les oiseaux, on peut bien entendu se baser sur la vision, comme pour les plantes et les insectes, en utilisant le même type d'application que l'on a utilisé, ou une certaine expertise. Donc les oiseaux ont une particularité par rapport notamment aux plantes et aux insectes, c'est qu'ils font pas mal de bruit. Et on peut donc se servir de leur chant pour les identifier, soit à l'oreille lorsqu'on a l'expertise, ou, encore une fois, grâce à certaines applications dédiées. Pour les chants d'oiseaux, j'ai changé d'application et on va utiliser l'application BirdNet développée par le Cornell Lab of Ornithology. Comme pour les plantes, on va tricher un peu et on va utiliser des chants déjà enregistrés sur YouTube. Ce sera un peu plus pratique et un peu plus rapide pour moi. Et comme beaucoup d'autres applications du même genre, BirdNet utilise la géolocalisation de mon téléphone pour affiner ses recherches. Et donc j'ai sélectionné des espèces que l'on trouve naturellement dans la région d'Édimbourg. La première espèce qu'on va essayer d'identifier, c'est la mésange charbonnière. Alors, ici, hop, on dépose. On sélectionne notre plage de données ici, qu'on veut analyser. On fait Analyze. Donc ici, on voit Great Teeth, la mésange charbonnière. BirdNet arrive à l'identifier sans problème. On va essayer avec une autre espèce, le héron cendré par exemple. Ok. On met pause. On sélectionne notre plage de données. Analyze. Grey Heron, le héron cendré, aucun problème encore une fois. Allez, un petit dernier pour la route, le faisan de Colchide. Alors, si on le lance, ok. On sélectionne et analyse, et une fois de plus, Ring-necked flare pheasants, le faisan de Colchide, faisan à collier. Il a plusieurs noms. Mais comme je vous le disais précédemment, l'application utilise la géolocalisation, et donc peut des fois avoir du mal à notifier certaines espèces qui nous semblent à nous évidentes. Et là, je vais vous montrer un exemple avec une de mes espèces d'oiseaux préférées, qui est le kookaburra rieur d'Australie. Et si vous ne savez pas le bruit que fait un kookaburra rieur, soyez prêts, vous n'allez pas être déçus.
Alors, d'ailleurs, vous l'avez peut-être déjà entendu dans des films, mais plutôt je crois qu'il est dans le premier Indiana Jones, d'ailleurs, dans la jungle africaine, alors que c'est un oiseau qu'on trouve qu'en Australie, pas du tout en Afrique. Et si ici on essaie d'analyser la plage de données qu'on fait analyze, bon ben on voit qu'il ne nous le trouve pas du tout. À la place, tiens, il nous a identifié le grand cormoran. Bon, on voit qu'il a tout faux. Si on sélectionne une autre plage de données, le ringneck pheasant, donc le faisan à colchide, on voit que là, BirdNet est pas terrible pour identifier notre kookaburra warrior, puisqu'on ne le trouve pas en Écosse, mais qu'en Australie, comme je vous l'expliquais. Alors si je vous ai présenté ces approches aujourd'hui, c'est pour vous fournir des outils pour vous permettre d'explorer un peu plus la biodiversité autour de chez vous, ou lors de vos voyages par exemple. Mais pas seulement, j'ai aussi une petite raison un peu plus égoïste. En effet, vous pouvez vous identifier certaines espèces à l'aide des applications que je vous ai présentées et les uploader sur Internet pour contribuer à des bases de données globales sur la biodiversité. Des bases de données que moi, ensuite, je vais pouvoir utiliser dans mon travail. Et il y a tout un champ de la recherche scientifique qui se base sur ce type de données, et c'est ce qu'on appelle la science participative, c'est-à-dire la science qui se base sur l'utilisation de données générées par des citoyens non chercheurs scientifiques. Et le principe de la science participative, c'est de générer des données en quantité très importante, ce qui va venir compenser certains autres problèmes, comme des manques de rigueur ou des biais inhérents à ce type d'approche, comme par exemple des biais géographiques sur la collecte de données. La science participative permet de générer des données à des échelles spatiales et temporelles tellement importantes qu'il serait beaucoup trop coûteux et compliqué de les générer à l'aide d'approches scientifiques beaucoup plus classiques. Donc là, vous vous demandez peut-être, que faire de vos données? Il y a un site sur lequel vous pouvez les uploader, c'est iNaturalist. Sur iNaturalist, vous pouvez uploader vos photos, vos fichiers audio, et ce que vous pensez être l'identité de l'espèce. Et vous pouvez surtout avoir des retours du reste de la communauté qui va pouvoir confirmer ou infirmer votre identification. Mais ça ne s'arrête pas là. Une base de données que les chercheurs comme moi en macroécologie, c'est-à-dire en étude de la biodiversité à une échelle globale, utilisent beaucoup, c'est GBIF. GBIF, ça veut dire Global Biodiversity Information System, ou Système mondial d'information sur la biodiversité en français. GBIF, c'est une structure financée par les gouvernements mondiaux pour fournir à tous et partout, en accès libre, des données sur toutes les formes de vie sur Terre. Et là, par exemple, on peut voir l'ensemble des données sur GBIF qui proviennent de iNaturalist. Et donc, en mettant vos données sur iNaturalist, il y a une chance, si elles sont de bonne qualité, qu'elles soient ensuite transférées sur GBIF et qu'elles puissent être utilisées par des chercheurs comme moi pour faire avancer la science. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce premier épisode sur la chaîne vous a plu et vous aura donné envie d'aller explorer la biodiversité autour de chez vous et pourquoi pas de créer un compte sur iNaturalist. Si c'est le cas, faites-le moi savoir dans les commentaires en dessous. Et je vous ai aussi mis dans la description un petit billet de blog avec des liens vers des articles pour approfondir un peu plus le sujet et des autres applications qui peuvent être un peu plus spécifiques pour différents groupes taxonomiques si le sujet vous intéresse. Merci à tous, à bientôt et au prochain épisode.